Bonjour à tous. Nous ouvrons donc cet événement de forum GenSearch que je suis ravie de vous présenter. Je suis Pauline Rambaud, consultante chez GenSearch, cabinet de conseil en ressources humaines spécialisé dans la santé. Je suis accompagnée de Camille Dumont, qui est consultante et également coach, et Bonjour. également de Alix Aubert, qui est notre responsable marketing et communication. Je suis ravie de vous présenter ce deuxième forum GenSearch. Ce qu'on appelle un forum, nous, c'est un webinar où on invite des interlocuteurs ou interlocutrices clés du secteur de la santé afin de partager leur expertise et leur expérience avec l'ensemble du secteur, notamment avec les étudiants qu'on est ravis d'accueillir à cet événement. Et pour ce deuxième forum, nous avons choisi d'inviter des femmes investisseurs dans le domaine de la santé. Donc, je les remercie vivement toutes les cinq, avec un merci spécial à Emmanuel de Ponge, qui a en plus accepté d'animer l'événement. Comme ça, moi, je n'ai plus rien à faire, donc c'est parfait. Mais je voudrais aussi remercier d'autres femmes investisseurs qu'on n'a pas pu mettre comme panélistes, parce que malheureusement, le nombre est limité, mais qui ont accepté durant une heure d'entretien de répondre à nos questions afin que leurs commentaires puissent enrichir le débat. C'est Geneviève Blanc d'IRDI Capital Investissement, Dorothée Chatin de 21 Capital Partners, Elisa Elnouchi de la BPI, Vanessa Mallier de Kurma, Sophia Ioannidou de Andera Partners et Leila Nicolas de Go Capital. Alors, ce qu'on va vous présenter, ce qu'on vous suggère comme format, c'est que pendant 45 minutes, nos interlocutrices vont se présenter, vont échanger entre elles, et vous aurez ensuite 45 minutes pour poser vos questions-réponses, qu'on espère très nombreuses, dans le chat qui est ouvert sur Zoom. Et bien entendu, pour ceux qui le voudraient, un replay sera disponible. Donc, un grand merci à vous cinq. Et puis, Emmanuel, je te passe la main pour animer cette discussion. Ok, merci Pauline. Bonjour à tous, à toutes. Merci aux panélistes en fait, d'être présentes avec nous ce soir, cette fin d'après-midi. L'idée, telle que GenSearch en fait, nous l'a présentée, c'était d'apporter en fait, notre contribution les unes les autres au métier qui est le nôtre aujourd'hui d'investisseurs en capital risque dans le domaine de la santé, d'essayer d'expliciter quels ont été finalement nos parcours pour arriver où nous en sommes aujourd'hui et d'en décrire au-delà de ce parcours lui-même un petit peu ses challenges, la façon dont on y est arrivé, les complexités que l'on peut rencontrer pour pouvoir le partager avec vous tous. Alors, on m'a demandé de démarrer par mon parcours, donc je vais le faire même si j'aime pas ça forcément. Alors, moi, je suis en fait de formation scientifique, je suis biologiste de formation, j'ai un diplôme d'ingénieur en biotechnologie et j'ai un doctorat en biologie. Et avant d'arriver au capital risque, j'ai eu une carrière en fait un petit peu longue, puisque j'ai fait 3 grands parcours, un parcours en association de patients à la direction scientifique d'une association de patients. Je suis ensuite rentrée dans une start-up dans le domaine de la thérapie génique des maladies rares, au moment où on parlait à peine de thérapie génique et encore moins de maladies rares. Et ensuite, je suis arrivée à l'Institut Curie, à la direction de la valorisation, où je me suis beaucoup occupée de partenariats public-privé, de licensing in-out, et où j'ai découvert le monde de l'hôpital. Et c'est de là que j'ai fait, entre guillemets, le saut dans le capital risque. À l'époque, l'Institut Curie créait des startups, des spin-offs, et ça a été finalement mes premiers contacts avec le domaine du VC. J'ai ensuite passé plus de 12 ans dans une société de gestion. J'y suis arrivée comme junior, alors que j'avais déjà une carrière professionnelle derrière moi qui était déjà assez longue. J'avais déjà 2 enfants, donc certains étaient déjà scolarisés. Et j'avais en face de moi comme junior des jeunes hommes essentiellement qui venaient d'écoles de commerce. Donc, j'étais un peu décalée en termes d'âge, en termes de timing, en termes de planning, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et j'ai gravi les échelons de chargée d'affaires, directrice de participation, puis partenaire, ce qui n'a pas été simple, mais j'y suis arrivée. Et puis, à l'issue d'une douzaine d'années et de plusieurs mouvements sur le capital de la société de gestion, il y a une réorientation complète et j'ai décidé de prendre mon indépendance. Donc, je suis en fait indépendante maintenant depuis 4 ans et je travaille pour des sociétés de gestion, notamment en extérieur, c'est-à-dire vraiment comme conseil ou comme venture partner. Il y a différentes façons en fait de le faire. Je suis dans des boards de sociétés, donc je continue ce métier, mais dans un statut un petit peu différent.
Voilà. Je vais donner la parole dans l'ordre, donc chacune se présente, ce sera comme ça plus simple. Sabine, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, merci beaucoup. Et merci Pauline pour l'invitation et Gen Search. Alors moi, on va tous dire qu'on a un profil original, mais moi, je suis tombée un peu par hasard dans ce métier, puisque moi, je suis école supérieure de commerce, donc aucun background scientifique, et j'ai fait toute ma carrière dans les big pharma, en particulier les 20 dernières années chez Janssen, Johnson Johnson, où j'étais patron opérationnel, président de la filiale France, président d'un cluster des marchés émergents d'Europe, donc chaque fois plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et puis mon dernier poste, c'était N-2 du groupe J&J, Company Group Chair, président Europe pour J&J Medical. Donc, je ne connaissais pas du tout, mais je connaissais Raphaël Torgman depuis de nombreuses années par son association WITH, Women Innovating Together in Healthcare, où j'ai été la première speakeuse. Puis, tous les ans, on se voyait 2 fois par an pour un déjeuner sympa où elle me racontait l'investissement et moi, je lui racontais les priorités des grands groupes pharmaceutiques. Et on voyait effectivement de plus en plus se dessiner que l'innovation viendrait des startups et des startups bien financées et bien coachées transformerait la vie des gens. Et puis en 2018, on s'est appelé pour notre déjeuner. Elle m'a dit, je quitte Sophie Nova. Et puis je lui ai dit, je quitte J&J. Elle m'a dit, ah ben, viens donc, je monte mon nouveau fonds. Donc je n'y connaissais rien, mais ce qui a forcément fait énormément sens pour moi, donc je n'ai pas du tout le parcours du combattant, mais ce qui a fait sens, c'est ce qu'elle m'a raconté, c'est-à-dire Breakthrough Innovation, c'est-à-dire Scouting in Europe, dans un groupe très, très américain, j'ai toujours été la championne de l'Europe, c'est-à-dire une équipe multidisciplinaire qui accompagnera des boîtes au long cours, pas des coûts financiers uniquement. Et plus on a travaillé, plus on a défini en fait le cœur de notre métier, qui est travailler sur le parcours patient, la définition des cibles patients, la définition de la valeur ajoutée aux patients. Tout ça, ça fait énormément sens pour moi. Puis j'ai rencontré les collègues qu'elle avait déjà contactés. Je me suis dit, voilà, c'est une aventure qui m'a l'air de correspondre à mes attentes pour ma nouvelle carrière, qui était, je ne veux plus faire ce que j'ai fait. Bon, là, j'ai été servie. Je veux embarquer sur un projet d'ambition, toujours sur l'innovation thérapeutique, qui est mon cœur de métier. Et je suis entrée en me disant, bon, moi, je sais pas, tout ça et tout. Et pour ceux qui connaissent Raphaël, il est difficile d'être à moitié dans une aventure l'idée par Raphaël. Et donc, je me suis retrouvée managing partner, partenaire direct. Donc, moi, je n'ai pas eu de parcours du combattant à ses côtés pour servir ce projet extraordinaire et avec, évidemment, à la fois une énorme levée de fonds avec G2 à 534 millions d'euros et une compagnie qui démarre, une start-up où on doit tout créer de nous-mêmes, avec le luxe absolu de choisir les équipes et puis d'avoir choisi mon patron, qui est, ça ne vous a pas échappé, une femme. Donc, j'ai beaucoup de choses à raconter sur mon parcours de femme dans la grande industrie pharma, mais je découvre avec bonheur ce métier et j'ai eu à tout apprendre. En tout cas, enfin, tout apprendre. Apprendre en particulier tout ce qui concerne la fameuse Storm Sheet. Et ça a été un parcours où j'ai découvert et vraiment apprécié le monde de l'investissement dans la start-up. Je m'en faisais une image beaucoup plus sombre. Finalement, c'est par là que l'innovation passera. Donc voilà. Merci Sabine pour ce témoignage. Claire, c'est toi que j'ai ensuite en ligne de mire. Donc Claire Poulard, bonjour à tous, moi je suis chez Omnes Capital. Alors je ne connaissais pas l'IVC au tout début, ce qui me faisait rêver c'était d'être médecin et surtout chirurgien, et puis comme beaucoup de monde j'ai raté médecine. Je voulais quand même rester dans ce domaine-là, donc j'ai fait des études scientifiques en biologie, en chimie, et une spécialisation derrière dans tout ce qui était neurologie et neuro-ingénierie, ce qui m'a amené je veux dire, tout normalement vers la recherche et surtout la recherche académique et que j'ai testé notamment à l'étranger. Et là, ça a été un peu le trou. C'est-à-dire que je suis arrivée, je me suis dit, mon Dieu, je suis devant une paillasse toute la journée à travailler sur le même sujet des heures et des heures. Ça ne va pas être possible. Et ça m'angoissait de travailler sur le même sujet tous les jours. Et donc, j'ai eu la chance, justement, dans un des laboratoires où j'ai travaillé, de travailler avec quelqu'un qui montait justement l'office de tech transfert et donc son boulot c'était de passer de laboratoire en laboratoire, de faire des brevets. Une fois qu'il y avait des brevets, qu'est-ce qu'on en faisait? Et je me suis dit que finalement c'est ce qui m'intéressait, c'était justement de sortir la recherche académique et en faire des produits, des médicaments et l'amener à un moment donné sur le marché vers des patients. Donc je suis repassée par la case école de commerce
pour avoir une petite ligne sur mon CV pour pouvoir dire que oui, bien sûr, je sais ce que c'est que la finance, la communication, le marketing, alors que bon, pas franchement, à vrai dire, maintenant tout long. Et puis, je me suis dirigée vers le capital risque pour justement aider à sortir cette innovation des laboratoires, à créer des sociétés et à amener les projets le plus loin possible. Et donc, je suis arrivée chez Omnes Capital en tant qu'analyste, donc junior, il y a un peu plus de 7 ans maintenant. Et donc, voilà, pareil, j'ai gravi les échelons. Aujourd'hui, je suis directeur. Je n'ai pas eu beaucoup de problèmes pour arriver jusque-là parce que voilà, l'équipe a beaucoup changé au fur et à mesure des années. Et donc, j'ai un peu profité de ce changement pour arriver directeur aujourd'hui. Et je suis très contente, en tout cas, de mon choix. Puisque je suis ravie d'être dans un fonds d'investissement, d'investir dans la santé, dans des projets innovants et qui un jour iront soigner des patients et améliorer un peu justement tout l'écosystème. Merci Claire. Chara, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer d'être super synthétique. Alors moi, j'ai un DEA de biochimie, j'ai complété par du management de l'innovation et assez tôt, je voulais aller vers la voie de la création d'entreprises innovantes. On était en pleine bulle Internet, etc. Et donc, j'ai démarré par le fonds de fonds. Je faisais partie en fait d'une équipe de 4 personnes. Il y avait tout à faire. On était dans les années 2000, tout début 2000. On montait des fonds d'investissement sur le marché, on va dire. C'était capital risque, capital amorçage. Et donc, très tôt, j'ai été intéressée par les modèles de croissance d'entreprise, modèles, on va dire, de création de valeur. Donc, je suis passée en fait dans l'investissement biotech. Là, évidemment, on va dire en termes de challenge pour la courbe d'expérience, ça n'a pas été évident, mais on en parlera tout à l'heure. Mais ça a été, on va dire, une véritable aventure humaine. Et c'était en 2009. Et en 2017, donc après avoir en fait bien étudié tous les modèles de biotech, je ne me voyais pas en fait dans un fonds 1, 2, 3, 4. Ce n'était pas mon mode. Ce qui m'intéressait aussi, c'était, on va dire, d'apprendre de nouvelles de nouvelles trajectoires et d'explorer de nouveaux challenges, est clair. Et la santé numérique est arrivée très rapidement sur la table, par une affaire personnelle aussi, puisqu'on n'a pas été malade. Et en fait, il est arrivé assez tard, on va dire, à être traité. Et travailler, on va dire, dans la biotech sur des médicaments du futur, pour moi, ça a commencé à ça devenait un problème parce que finalement, si les traitements n'arrivent pas jusqu'au patient, c'était un sujet. Et donc, du coup, le numérique pouvait faire le bridge entre le patient et le traitement pour accélérer la rencontre, d'où cette réflexion sur la santé numérique. J'ai repris ma casquette fonds de fonds, j'ai travaillé sur un fonds que je dirige aujourd'hui et qui est monté progressivement en gamme. Voilà, donc ce fonds s'appelle Patient Autonome, mais ça reste une aventure humaine tous les jours. Je crois que tu n'as pas dit que tu travaillais à la BPI, mais peut-être que… Ah, bah écoute, oui. Ça a son importance. Caisse des dépôts, BPI, oui. Voilà, Caisse des dépôts, BPI. Catherine, à toi. Donc, bonjour à tous, moi je suis Catherine Boulle, je suis directrice générale d'une société de gestion indépendante qui s'appelle Carista et que j'ai rejoint il y a un certain nombre d'années maintenant qu'on ne va pas s'amuser à compter, sinon ça va me rendre de mauvaise humeur. Donc, il se trouve que je suis aussi, comme certaines de mes collègues, biologistes moléculaires de formation d'il y a très très longtemps, que j'ai passé quelques mois ou années à m'ennuyer ferme à la paillasse à l'Institut Curie en faisant finalement beaucoup de vaisselle.
et assez peu d'interprétation de résultats et où je me suis dit, un peu comme tu disais Claire tout à l'heure, mais je ne vais pas faire ça toute ma vie quand même. Donc, arrive la fin de mon parcours de DEA et qu'est-ce que je vais faire quand je serai grande. Et là, je discutais beaucoup à l'époque avec le responsable chargé de la Valo de l'Institut Curie. Il était 1. Maintenant, ça a bien changé. Donc, ça vous dit un peu le nombre de dizaines d'années en arrière. Et il me dit, oh là, mais c'est super, la Valo, les brevets, tout ça. Donc, je découvre un espèce de nouveau monde. Et il me dit, par contre, si tu veux faire ça, il faut absolument que tu fasses un... Ça ne s'appelait pas MBA à l'époque, mais enfin, c'est ça l'idée. Et donc, je suis son conseil, qui était un bon conseil. Je fais un 3e cycle de gestion. Et là, choc. Il se passe autre chose que la science, en fait. Et donc, mais beaucoup, beaucoup d'autres choses. Donc, production industrielle, marketing, comptabilité, enfin, plein de gros mots. Évidemment, finance, mais assez peu, finalement. Et il se trouvait que c'était d'ailleurs, c'est une formation qui existe toujours, où les anciens venaient témoigner, comme ça se fait usuellement. Et un jour arrive un jeune homme qui se trouve s'appeler Rémi Droller et qui témoigne de son nouveau métier d'investisseur, d'ailleurs chez CDC à l'époque, dans le venture en biotech. Et je n'avais jamais entendu parler ça de ma vie, évidemment, ni mes collègues d'ailleurs. Et je trouve que c'est quand même pas mal son truc. Bon. Puis les années passent, je rejoins un incubateur, j'accompagne quelques sociétés, dont une qui cherchait de l'argent et qui s'appelle DBV Technologies et qui, en cherchant de l'argent, a rencontré le fonds chez qui je travaille maintenant. Et donc, le fonds a investi dans la société et il se trouve qu'ils avaient un énorme deal flow en santé qu'ils ne savaient pas du tout traiter. Ils étaient 2, donc c'était une grosse équipe aussi. Et donc, ils ont investi dans la société et récupéré la chargée d'affaires. J'étais jeune et donc, j'ai commencé en bas de l'échelle, comme on dit, mais avec quand même comme j'étais la seule qui comprenait à peu près, ou en tout cas qui faisait mine de comprendre à peu près les sciences du vivant, une très, très grande latitude d'action. Et ça a été quand même la raison principale pour laquelle je pense que je suis aujourd'hui là où je suis encore, avec une très grande liberté d'action, de décision sur les investissements et de confiance de mes collègues à l'époque, même assez jeunes. Donc ça, c'était quand même très appréciable. Bon, il se trouve qu'il y a quelques deals qui ont bien marché, dont des bébés d'ailleurs, mais pas que. Et donc, j'ai pu un peu continuer et de fond en fond, voilà, les choses se sont passées. La société s'appelle maintenant Carista. On va lever bientôt le 5e millésime du fonds. Donc, voilà, ça ne rajeunit pas, hein, sachant qu'un fonds, ça fait quand même 10 ans. Hein. Donc, voilà. Ça fait donc 50 ans que tu es là. Ça fait donc 150 ans que je... Non, et moi qui me trouvais vieille, décidément. Il y a de l'overlap, heureusement. Bah, écoutez, merci pour cette introduction. Ce qui est intéressant, c'est que les parcours, les trajectoires sont différentes. Le moment dans nos carrières dans lequel on est arrivé là est aussi quelque chose qui est assez différent. Donc, c'est un métier qui est ouvert, on va dire, mais qui ne l'est pas complètement. Peut-être qu'on reviendra après sur le parcours traditionnel jusqu'à devenir partenaire, avec éventuellement ses difficultés, ses challenges. Mais avant d'en arriver là, ce que j'aimerais pour essayer de brosser un petit peu des quick wins, c'est que chacune, finalement, donne dans sa carrière les éléments qui ont été les choses qui ont été les plus complexes, les challenges les plus importants à relever dans la partie de votre carrière en tant que VC. Je pense que c'est un peu ce sujet-là, moi, qui m'intéresse. Qu'est-ce qui ont été vos facteurs clés de succès pour continuer à progresser? Et puis, les obstacles que vous avez pu rencontrer. Alors, on n'est pas forcé de répondre aux 3 d'un seul coup, mais l'idée, ce serait d'essayer de voir si finalement, on a des traits communs que l'on retrouve les unes les autres avec nos parcours diversifiés, ou si finalement, c'est comme dans d'autres métiers extrêmement larges. Claire, est-ce que tu veux éventuellement nous parler peut-être des challenges qui ont été les tiens ou qui sont encore les tiens d'ailleurs, hein, parce qu'on peut évidemment parler de nos actualités, on en a toujours à relever. Toujours, ça c'est sûr. Écoute, moi je pense que le plus gros challenge que j'ai eu à relever, c'est que, comme je disais auparavant, l'équipe a beaucoup bougé chez Omnes côté santé, et je me suis retrouvée, je veux dire, encore toute jeune dans ma carrière capital risque, avec plus grand monde au-dessus de moi et notamment plus de partenaires santé.
Et donc, je me suis retrouvée un peu du jour au lendemain à récupérer des places de board, à faire mes investissements un peu toute seule, etc. Ce qui était super, mais qui a été finalement aussi un peu au départ un peu éprouvant, parce que je me suis un peu sentie lâchée dans le grand bain du jour au lendemain, sans vraiment savoir comment me positionner, en me retrouvant à des conseils d'administration de société avec des gens qui avaient 10, 20, 30 ans de plus que moi et autant dans le VC, et en me demandant, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là et comment je vais m'en sortir. Donc, je pense que ça a été un peu ça, se lâcher un peu dans le grand bain tout de suite. Mais ce qui, au final, a été pour moi une énorme opportunité aussi, hein, faut pas se leurrer. J'ai eu de la chance qu'on me fasse confiance en interne en me disant on va voir si tu survis, et si tu survis et que tu fais des trucs pas trop débiles, on te laissera là et ça sera super. Donc a priori, ça se passe plutôt bien. Et je pense qu'en facteur clé de succès, je pense que c'est un métier où il faut étonnamment être quand même très, très patient, mais pressé aussi un peu. Patient parce qu'en biotech ou en santé en général, on est quand même sur des temps longs. Entre le moment où on investit et le moment où on sort, il se passe quelques nombreuses années. Mais aussi être franchement combatif, que ça soit en interne, que ça soit auprès d'autres co-investisseurs, auprès de startups qu'on a vraiment envie de financer, et même une fois qu'on a financé les sociétés, ben voilà, se battre pour faire en sorte que ça avance plutôt bien et plutôt vite. Et donc voilà, c'est ce côté persévérance, ouais, combatif, qui je pense est important. Super, merci. Shara? Merci de me passer la parole juste après. Alors, les challenges, en fait, comme je pense que je suis une investisseuse un peu à part. Parce que par rapport à mes collègues, alors peut-être que Sabine, toi, tu es une jeune investisseuse, mais rester dans une case, en fait, me dérange profondément. Et c'est plus un challenge personnel qu'un challenge vis-à-vis de l'extérieur. Et du coup, il faut que je sois, en fait, comme je suis intéressée, il y a un truc qui m'intéresse, c'est le modèle, on va dire, de création de valeur en santé, et pas, en fait, la répétabilité en continu, on va dire, d'un processus pour arriver à du résultat. Ça, c'est quelque chose de clair. Mais une fois qu'on l'a atteint, rester, on va dire, dans cet environnement m'étouffe un peu. Mais j'ai besoin de capitaliser sur ça pour, on va dire, défricher de nouvelles, on va dire, une nouvelle voie, un nouveau comment dire, fond ou voilà, marché. Et en fait, c'est l'intérêt aussi d'être chez BPI France. C'est l'entrepreneurship, en fait, est très encouragé. Mais on doit être, en fait, du coup, acteur de son parcours. Et disons qu'on a un boulevard, que ce soit sur le marché de la santé ou que ce soit en interne. Mais à nous, en fait, d'être acteurs et de prendre cette, voilà, ce challenge. C'est un challenge, en fait, qu'on s'impose, que je m'impose, en fait, pour aussi grandir en courbe d'expérience et en vision aussi. Donc, en fait, quand j'ai fait du fonds de fonds, le passage, en fait, en investissement direct en biotech a été, on va dire, un choc électrique. Hein. La biotech, c'est quand même une industrie très sophistiquée. C'est pas des plus simples. Mais en fait, comprendre, on va dire, comment créer de la valeur en biotech, c'est un enseignement pour tout, en fait. Pour tout. Et après, c'est comment on capitalise sur ça pour explorer, on va dire, de nouveaux schémas en santé. En fait, tout se lie. Et comme disait très bien Sabine, au centre, il y a le patient, mais il y a une multiple manière, grâce à l'innovation, de l'accompagner.
Et c'est dans ça, en fait, qui est assez formidable aujourd'hui en plus, de se donner la peine et les moyens, on va dire, intellectuels pour y arriver. Et donc, ça, c'est un vrai challenge et c'est un beau challenge. Et s'appuyer sur les écosystèmes qu'on crée est un vrai vecteur, on va dire, d'accélération. L'objectif, en fait, c'est pas de tout redémarrer from scratch, sinon on a perdu notre temps. C'est comment s'appuyer sur comment on capitalise, sur qu'est-ce qu'on capitalise pour du coup explorer de nouvelles choses. En se disant en fait que à peu près dans son équilibre personnel, professionnel pour y arriver, parce que c'est vrai, on est des femmes, donc notre vie en fait personnelle et professionnelle est intimement liée. Et puis quand on rentre à la maison, on ne ferme pas la porte pour se dire bon ben ça nous poursuit en fait. On a un métier, on dort, on pense à ça, on se lève, on pense à ça, bref. Et donc du coup, qu'est-ce qui la partie on va dire un peu le socle stable sur lequel il faut qu'on s'appuie pour explorer en fait de nouvelles choses. Donc ça c'est une passion et c'est un facteur clé de succès évidemment. Donc la collaboration, quel type d'écosystème il faut créer efficacement pour que ça nous mène efficacement à notre objectif, à titre personnel aussi, on grandit plus vite. Et finalement, le fil rouge de toutes ces expériences, c'est l'humain, c'est l'aventure humaine. On passe plus de gens, en fait, c'est un métier en fait, qui nous habite. Et si on n'est pas en fait conscient de ça, c'est pas possible de faire ce métier. C'est pas une passion, on va dire, voilà, ça fait partie de nous. Et il n'y a pas de dissociation possible. Et donc du coup, l'humain est un élément majeur dans notre analyse, nos réflexions, et pas en termes de comportement de mouton, parce que c'est une analyse qui est extrêmement intime, mais pour pouvoir percevoir les signaux faibles. Les signaux faibles, en fait, ce sont les éléments déterminants qui vont nous faire prendre une décision, parce qu'il y a 1000 raisons de ne pas faire un deal, finalement. Et c'est tellement confortable de rien faire, mais on est quand même jugé sur des réalisations. Et une courbe d'expérience, en fait, qui peut se détériorer extrêmement rapidement si on n'est pas, on va dire, au cœur des sujets, au cœur de l'information, au cœur de l'expérience qui avance partout dans le monde de manière différente. Et donc voilà, c'est un métier global, ouvert, c'est une fenêtre ouverte sur le monde avec des chances qu'il faut savoir saisir et avec une capacité en fait à grandir personnellement en restant comme ça statique, mais c'est extraordinaire. On est dans le présent, mais on vit le futur. Voilà. Oui. Merci, beau témoignage, merci beaucoup. Catherine, est-ce que toi, tu aurais envie de partager avec nous Bien sûr, non, mais je me retrouve beaucoup dans ce que dit Chara. On te sent bien habité, Chara, il n'y a pas de souci sur ce sujet. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, on a eu une discussion quand, à un moment donné, on crée un fonds chez Cap Décisif et tu étais fond de fond encore et tu m'as dit, si tu rejoins le capital risque, tu ne peux plus en sortir après. Je me suis dit, waouh, la décision quoi, de ma vie. Quoi. Bon, il se trouve que tu n'as pas eu complètement tort. Enfin, ma carrière n'est pas terminée, mais quelques années plus tard, j'y suis toujours. Non, mais je pense que, je pense que j'ai eu assez, comparaison de ce que j'ai entendu, je n'ai pas vraiment eu d'obstacles. En revanche, j'ai travaillé, encore une fois, assez librement. Il y a une période où le monde du VC a changé. Hein. Il y a beaucoup plus de fonds, beaucoup plus de compétition sur les deals. Au début des années 2000, un petit peu après la bulle. Hein. Pendant la bulle, c'était tranquille, mais après, on avait quand même beaucoup de belles opportunités. C'était en santé, en biotech en particulier, assez facile. C'est jamais facile, mais de les saisir. Et donc, ça, c'est toujours... Il faut avoir ça en tête quand même. Et je pense que j'ai un peu bénéficié de ça. Après, je pense que c'était finalement, avec le recul, ultra important d'avoir passé quelques temps à faire de la vaisselle dans un labo, parce que vis-à-vis des fondateurs à qui je parlais à l'époque, le fait d'avoir cette expérience-là m'a permis de parler le même langage qu'eux, à défaut de comprendre tous les schémas de résultats qu'ils me montraient. Et ça, c'est quand même assez important. Et puis après, je pense que c'est un métier où on ne peut pas faire à moitié, quoi. Si on y va, c'est un métier de conviction. À un moment donné, on se forge une conviction et il faut
Enfin, si on y va pas un peu, on y va vraiment, on soutient jusqu'au bout, entre guillemets, enfin, jusqu'au bout de nos capacités le projet, y compris en prenant des fois des décisions difficiles, même très difficiles, même humainement. Et ça, c'est probablement ce que moi j'ai vécu de plus difficile, c'est les décisions où il faut changer le management et où il faut s'en occuper. C'est pas très simple, hein. Personne n'aime tellement le conflit. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. Et donc, métier de conviction, une fois qu'on s'est forgé sa conviction, il faut la soutenir. Claire le disait, en interne, en externe, il faut refinancer, il faut convaincre des nouveaux investisseurs de nous rejoindre, il faut convaincre des acheteurs d'acheter, voilà quoi, faut y croire. Donc, quand on commence à avoir un doute au démarrage, il vaut mieux pas y aller en fait, hein, parce qu'après, c'est compliqué. Et puis, c'est un métier d'intuition, je crois. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'ose pas trop se dire. Mais alors, pour dire pudiquement, on dit d'expérience. Mais on va mélanger un peu tout ça. Et c'est en voyant des gens, en voyant des cas, en voyant des échecs, en voyant des succès que finalement, on arrive à se dire, sur ce chemin-là, je pense que ça peut fonctionner. Toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire que ça n'est jamais égal par ailleurs. Donc, en fait, on ne sait pas trop. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. C'est-à-dire qu'on peut faire plein d'études, de MBA, d'INSEAD et compagnie. C'est juste de la pratique, en fait. Et c'est ce que les LPs considèrent, hein, parce qu'ils regardent le track record. Donc, finalement, ça a fonctionné. Tu as rendu l'argent, tu n'as pas rendu l'argent. Et puis, finalement, ceux qui ont rendu l'argent, c'est quand même rarement ceux qui n'ont rien fait, quoi. C'est souvent ceux qui ont aussi, bien sûr, saisi les bonnes opportunités, mais aussi sûrement travaillé, soutenu beaucoup les dossiers dans lesquels ils avaient investi. Écoute, merci, très clair. Sabine, toi qui démarres dans ce métier, comment est-ce que tu entrevois finalement les éventuels challenges qui vont être les tiens? Entrevois, j'en ai tous les jours. Mais je vais peut-être commencer par un petit éclairage qui n'a pas été évoqué, qui est le fundraising. Parce que moi, je suis arrivée pour Géto 1 avec Raphaël et Rachel, notre partenaire américaine. On n'avait pas encore l'argent. Donc, nous, on a commencé par le fundraising. Ça a quand même été chaud. Un modèle qui se dit un peu différent, avec une grande dame de l'investissement, Raphaël certainement avec un track, mais les autres, pas de track record dans l'investissement. Donc, en gros, on a pris 1 an des portes, first time team, first time fund. Bingo! Raphaël, ne lâchant pas la barre des 500 millions. Moi, j'ai eu des grands coups de mou quand même. Donc, déjà, il faut s'accrocher dans le fundraising, surtout quand on essaie de raconter une histoire avec une équipe qui n'est pas une équipe qui a déjà fait, ce n'est pas une spin-off, c'est une équipe qui se constitue sur un autre concept. Donc déjà, la partie fundraising, moi, je trouvais ça dur. Moi j'adore défendre des idées. J'aime beaucoup l'idée de la conviction, mais déjà, défendre Géto, c'était un travail qu'on a fait à plusieurs, avec plusieurs angles, mais on a fini en se remettant en question, en essayant de comprendre ce qui leur faisait peur. Bon, je passe le côté 2 ou 3 femmes qui pitchent, on en reparlera peut-être, qui a été loin d'être facilitant et très certainement terrifiant pour tous ces hommes qui se demandaient déjà d'où sortait l'idée, puisqu'on ce qu'on leur voulait. Donc, ça n'a pas aidé du tout, du tout. Hein. D'aucuns nous ont dit forcément, il fallait investir dans un fonds dirigé par une femme ou des femmes. Non, je confirme que ça a été plus dur. Donc, la première année, très dure. Et puis, arrive le fameux snowball effect. On en convainc un, on ne sait plus trop comment, qu'appellent les autres. Donc, mais ça a été assez... je veux dire, on a été confrontés à la réalité, ça m'a permis d'apprendre un petit peu, mais le fundraising, ça a été chaud. Alors après, dans le vrai métier d'investisseur, alors moi, je ne vais pas me targuer d'expliquer, parce que moi, je suis assez jeune. Je dirais que moi, ce qui me plaît, c'est des choses qui ont été évoquées, c'est la tension entre combativité pour entrer sur les deals, défendre sa place, etc., et créer la collaboration et créer les alliances, en particulier au sein du board ou avec d'autres investisseurs. Et ça, j'aime beaucoup cette tension, parce qu'il faut avoir le bon comportement au bon moment, sans s'en laisser compter, mais tout en créant les conditions de la collaboration, puisqu'on n'est jamais majoritaire et décideur unique. Donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Puis peut-être le dernier commentaire qui me poursuivra toute ma vie, c'est le sentiment d'imposture. Mais là, j'ai vraiment pris dans la tête, puisque quand vous parlez tous de vos backgrounds scientifiques, je ne vous explique pas mes grands moments de solitude en présentation de boîte sur une demi-heure, 3/4 d'heure, uniquement sur de la réceptologie. Donc moi, ça ne me dit rien. Heureusement, là, d'abord, j'ai été très accompagnée, mais il faut se faire confiance, il faut effectivement faire confiance à son intuition. Et là, en revanche, moi, j'ai beaucoup d'expérience sur juger une équipe,
juger un leader et juger la cohérence de la roadmap stratégique, la cohérence justement de l'approche patient et qu'est-ce qu'on essaye de faire avec ce médicament. Et je me réveille quand on commence à parler des patients, mais travailler sur l'histoire de ma vie professionnelle sur ce sentiment d'imposture perpétuelle, je l'ai bien repris face à tous ces grands scientifiques autour de la table qui se gargarisent de récepteurs. Et moi, j'avais beaucoup de mal. Heureusement, vous en avez parlé, métier de conviction, métier d'intuition, et on se raccroche. Et moi, j'ai assez vite, aujourd'hui, je travaille vraiment sur les passerelles de ma connaissance. Qu'est-ce que j'apporte moi dans un deal? Qu'est-ce que j'apporte moi quand je suis assise à un board? J'apporte pas de la science. J'espère apporter plein d'autres choses, mais ça n'a pas été facile à définir. Ça fait partie du modèle de Getto, en plus des gens qui sont experts dans des domaines très différents et qui s'agrègent autour d'une histoire qui est l'histoire de la compagnie, enfin de la start-up qu'on essaie d'accompagner. Mais ça n'a pas été facile pour moi et c'est un parcours que moi j'ai adoré parce que je m'étais fait le défi dans ce nouveau job de faire travailler des neurones qui ne travaillaient plus et tout est très nouveau. Et retrouver sa confiance en soi, retrouver son intuition, ses fondamentaux, ce qui a fait mon succès passé, la bonne évaluation des équipes et encore une fois de la vision stratégique, ça m'a beaucoup aidé, mais ça a été un travail auquel je m'applique tous les jours en essayant de gagner en expérience, évidemment, parce que évidemment, plus on en a vu, mieux on juge. Mais ce passage, ce transfert de joueurs d'un domaine tout à fait différent n'a pas été facile et j'y travaille et bien avoir le bon style collaboratif et aussi en défendant les positions qu'on croit les plus pertinentes pour la start-up, c'est extrêmement intéressant, je trouve. Merci Sabine. Peut-être rebondir, Catherine, levée de fonds, parce que je pense que de nous 5, c'est toi qui J'y pensais. Je propose à Pauline de faire oui. un webinaire dédié sur le fundraising, parce que alors là, c'est une horreur absolue. Donc voilà, donc Sabine, vous avez mis du temps, mais vous avez quand même super bien performé. Donc, bravo à votre équipe, c'est quand même très très beau. Ouais. En plus que vous êtes des femmes quand même. Faut bien le dire. Ça n'a pas été facile. Non, mais blague à part, c'est vrai que c'est un énorme parcours du combattant. C'est pour tout le monde le cas, peut-être plus pour d'autres mais enfin globalement c'est quand même très très long. Mais moi j'ai bizarrement, après avoir été d'abord dans la posture de l'investisseur uniquement, et maintenant depuis quelques années sur le côté où je manage finalement et où je m'occupe de la levée de fonds, et ça fait pas de mal à cette espèce d'investisseur qui croit que tout est permis et qui est en mode achat, alors que en fait de l'autre côté, il faut être en mode vente, il faut défendre Céline. Pourquoi tu as fait ce deal-là à ce moment-là? Alors tu vois bien que c'est quand même planté. Hein. Oui, alors d'accord, oui, mais à l'époque quand même, ça avait l'air quand même super bien. Donc ça rend humble vis-à-vis de notre métier, et ça rend humble aussi dans le comportement qu'on pourrait malheureusement avoir tendance à avoir en oubliant de répondre aux gens, en se faisant relancer 400 000 fois pour dire non, mais quand même c'est bien de le dire, et bon, voilà, je pense que ça c'est vertueux, mais c'est très très pénible, faut quand même le reconnaître. Moi, je veux dire que je me régale en entendant le focus que vous mettez sur le facteur humain, parce que c'est bien pour ça que nous, on est dans la chasse de tête. Mais Sabine, tu m'avais dit, je pense, quand on a préparé cet événement, tu m'avais dit qu'en fait, on faisait des métiers pas si différents que ça, toi et moi. Et je trouve qu'en vous entendant, il y a plein de choses qu'on pourrait dire, nous, en tant que chasseurs de tête. Donc, je trouve ça super. Donc, je vous laisse continuer. J'ai expérimenté ça parce que quand chez Janssen, dans ma carrière d'avant, enfin, je suis passée la présidence de la filiale française. Bon, ça, c'est un peu une évidence, mais après, président d'un cluster qui recouvre la Russie, la Turquie, le Moyen-Orient, déjà, bon, on passe en mode, moi, je ne connais pas bien les marchés, mais je sais choisir les CIO. Et puis, alors après, j'ai fait un transfert de medical device, matériel médical chez GG. Alors, c'est carrément un autre métier, une autre clientèle, d'autres clients. Et donc là, pareil, qu'est-ce que j'ai fait si ce n'est choisir les personnes qui driveraient et avec qui j'établissais une efficacité relationnelle, une confiance, si on peut aller jusque-là. Donc, à la fin des fins, qu'est-ce qui reste? De toute façon, quand je m'ennuie et que je dors pendant les premières demi-heures sur la réceptologie, heureusement qu'il y a dans l'équipe des gens qui comprennent. Mais enfin, c'est devenu tellement spécialisé maintenant que finalement, je pense que les scientifiques de l'équipe savent comment poser certaines questions, mais que de toute façon, les experts, c'est les boîtes. C'est pas nous, ce ne sera plus jamais nous. Hein. Moi, je me fais des complexes, donc je n'ose pas parler, mais sinon, de toute façon, c'est tellement spécialisé maintenant ce qu'on regarde que ça devient expert d'expert. Effectivement, après tout ce qui compte, et Pauline ne m'a pas payé, c'est l'humain, l'intuition, là. Ouais. Pour rebondir sur ce que tu dis, Sabine, si je fais un témoignage qui est aussi, je pense, assez proche de celui que Claire pourrait faire,
c'est qu'on est aussi dans ce métier, parfois dans des équipes qui sont ultra spécialisées ou dans des équipes plus généralistes, voire même dans des fonds qui ne sont pas forcément que techno. Moi, ça a été finalement mon expérience personnelle et c'est effectivement beaucoup de liberté, comme le disait Claire, puisque finalement, quand on a des non-spécialistes autour de soi, c'est sa propre conviction à présenter un dossier à l'équipe, au comité d'investissement qui finalement remporte en général la décision. Alors, c'est une énorme liberté, mais c'est aussi une énorme responsabilité. C'est-à-dire, au-delà de la conviction, c'est arriver à emporter les autres. Et quand on est en début de carrière dans ce métier-là, c'est là où souvent on fait le plus d'erreurs parce que les signaux faibles dont parlait Chara, on ne les écoute pas forcément. On a beaucoup de choses qui font partie de l'intuition tout en étant hyper analytique. C'est un espèce de mélange et qui fait que quand on est dans des équipes beaucoup plus généralistes que d'autres, c'est un métier qui est encore plus complexe, de mon point de vue. Je ne sais pas si Claire, tu veux élaborer là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et surtout, à la limite, la première fois qu'on investit dans une société, oui, c'est finalement notre conviction qui l'emporte et voilà, et aussi savoir faire preuve de pédagogie pour justement les amener à croire à tout ce qu'on leur vend, etc. Mais c'est d'autant plus dur sur les refinancements et notamment quand ça se passe pas forcément extraordinairement bien. Quand il y a peut-être un des produits qui n'est pas au niveau où on l'espérait, ou quand on a eu 6 mois ou 1 an ou 1 an et demi de retard sur le plan de développement qu'on a vendu en interne, là, effectivement, ne pas forcément avoir des gens de la santé, c'est plus dur parce que pour le coup, pour eux, c'est très simple de juste dire bon, c'est bon, c'est pas ce qu'on a vendu, on débranche et puis on sort de là et c'est très bien. Et donc, enfin voilà, ce qui est dur, c'est d'arriver à les convaincre de non, justement, en remettant un peu d'argent, peut-être que ça peut repartir. Et c'est ça qui est difficile, en fait. C'est un élément qui est juste. On est toujours à la vente et à l'achat, comme on disait tout à l'heure, en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Moi, je veux juste un peu polémiquer, Emmanuel, juste pour vous embêter un peu. Moi, je suis dans un fonds, dans une équipe où on est, donc il y a une équipe de santé, une équipe qui est plutôt sur le digital ou la deep tech. Donc, on a toujours eu ce multiculturalisme, je trouve que ça existe, au sein de Carista. Et à la fois, c'est vrai qu'on est un peu seul dans son pays, donc on est tranquille, mais vaut mieux que ça se passe bien. Mais il y a quand même il y a quand même des transversalités, quoi. Le savoir juger des équipes, savoir juger finalement des business plans ou des trajectoires de business plans, quelques réflexes comme ça que des gens qui ne sont pas de la santé, ils te disent « Ouais, mais quand est-ce que tu commences à faire du revenu ?» Alors, je ne parle pas de la biotech, hein. C'est un gros mot, mais dans d'autres secteurs où quand même, de temps en temps, on a des trucs à vendre. Jamais. Et donc, ça permet quand même de se poser d'autres types de questions, pas inintéressantes par moment. Oui, je suis assez d'accord. On ne regarde pas la même chose. Ouais, et pour le coup, le facteur humain, qu'on soit dans de la biotech pure et dure, de la medtech ou de la deep tech en général, des gens qui font des satellites ou des batteries ou je ne sais pas trop quoi, il est toujours là. Et finalement, ça reste le facteur primordial, je veux dire, de succès même de la start-up en soi. On peut avoir le meilleur projet au monde. S'il y a des problèmes au niveau du management, de l'exécution, ça va être compliqué. Donc voilà, et effectivement, c'est pas parce qu'on est santé qu'on peut pas juger une équipe tech et inversement. En fait, c'est vrai que même pour les non spécialistes, hein, les histoires qui durent, c'est qu'il y a un problème. Donc, du coup, c'est aussi un indicateur, on va dire, on se voile tous des fois la face, hein, on ne veut pas voir le problème, etc. etc. Et ça, c'est le premier danger, en fait, d'un investisseur. Hein, c'est voilà, c'est pas de ne pas anticiper, c'est de manière un peu collégiale de se voiler un peu la face. Et ça, c'est dangereux. Et probablement, en fait, il y a là, on peut le dire, de l'inexpérience à la fois du management et des investisseurs. Hein, quand les deux ensemble sont associés, il y a un problème. Mais on va dire les non-spécialistes, leur garde-fou, en fait, c'est l'élément qui ne se transforme pas. Et on le voit, en fait. Hein, donc...
Moi, je me souviens que quand je vous ai interrogé les unes et les autres sur les erreurs à ne pas refaire, vous avez été plusieurs à me dire quand même, il y a eu des cas où j'ai pas assez écouté mon gut feeling, quoi, mon intuition, et j'y suis allée alors en fait, quelque chose me disait de ne pas y aller. Et je trouve que c'est intéressant, cette partie-là. Je sais pas, moi, ça m'est jamais arrivé. Non, mais sauf jamais, des erreurs. C'est pour ça qu'on t'a invité, Catherine. Non, Parce que sauf que il y a, comme le disait Chara aussi, il y a tellement de bonnes raisons de ne pas faire le deal. Hein. Donc Oui, c'est plus facile aussi, de dire non que de voilà, dire oui. Ça, voilà, c'est on est dans un métier, oui. Il y a toujours un truc qui facile. n'est pas Top Gun, quoi. Donc, il faut aussi travailler et voir si on peut faire avancer les choses. Moi, de mon expérience passée, et je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure sur ce qu'on n'aime pas faire versus genre changer les CEO. Moi, j'ai toujours trop attendu parce que je déteste virer les gens. Voilà, j'ai toujours trop attendu pour changer des gens qui n'étaient pas au bon moment à la bonne place. Ils sont peut-être compétents dans d'autres univers. Et voilà. Et la question peut se poser aussi ici sur certains des deals. Et moi, je suis encore dans ce travers-là, j'imagine. Enfin, je vois. Là, les investissements sont assez nouveaux, donc on n'a pas encore vraiment de problème. Mais quand on voit que ça ne va pas au niveau du management, ça va venir. Pour moi, ça va être difficile. Ça va être difficile. Mais peut-être une réflexion par rapport à ce qui a été dit aussi. Moi, je ne sais pas comment vous êtes dans vos fonds, mais moi, je ne me sens jamais seule. Enfin, on a un gros esprit collectif. Alors, c'est plus compliqué chez les deux parce qu'on essaie de demander à plein de gens et autres. Mais on est rarement, enfin, moi, je ne suis pas seule à défendre ou protéger. Oui, on a chacun des deals qu'on lead, mais il n'y a pas de vrai sentiment de solitude en interne, en tout cas entre collègues de Géto. Voilà. Ça, moi, je sais toujours à qui je peux aller causer bout de gras et défendre et essayer de tester des idées en interne pour être plus performante en externe. Voilà, c'est les 2 points de vigilance. Moi, c'est que quand ça ne va pas avec le management, il ne faut pas trop tarder, enfin, si tout le board est d'accord, bien sûr. Et ça, c'est un point pour moi de faiblesse et j'aime pas du tout. Et dans les conseils qui avaient été donnés par les femmes qu'on a interrogées, mais qui ne sont pas dans le panel, j'en reprends quelques-uns parce que je trouve qu'ils sont pertinents. Il y avait de oser poser la question, hein, ne pas savoir, ce n'est pas une erreur, et d'oser poser les questions sur les sujets sur lesquels on n'est pas spécialiste, d'oser dire les choses qu'on pense. Il y avait un conseil aussi de ne pas forcément faire confiance à des investisseurs, des co-investisseurs qu'on pense plus sachants. Sur le parcours, il y avait l'idée de ne pas rentrer forcément direct dans le capital risque, d'aller faire autre chose. Puis un conseil vraiment partagé de manière à plusieurs répétitions, je vais y arriver, à répétition, c'est d'avoir du culot, de la curiosité. Et je trouve que ça rejoint bien des éléments que vous avez partagés. Merci Pauline. Peut-être juste avant qu'on fasse les questions-réponses, mais il y a un sujet sur lequel j'aimerais que l'on aille. Qui est un sujet lié en fait au genre et à la composition des équipes d'investissement ou des structures de sociétés de gestion. Si je prends mon expérience personnelle, en fait, moi j'ai été la seule femme dans une équipe masculine pendant plus de 12 ans. Quelques stagiaires jeunes femmes, en fait, assez rares, ont fait des apparitions. Mais j'ai été dans une immersion masculine pendant longtemps et ça a eu des effets que je suis capable d'analyser aujourd'hui, mais que je n'analysais pas à l'époque. Le premier, c'est qu'en fait, au sein des réunions d'équipe, j'avais toujours un avis qui était décalé par rapport aux autres. Il y avait une façon de regarder les dossiers, comme on était plutôt dans un fonds généraliste, on a eu des tas de domaines qui n'étaient pas forcément hyper techniques. Mais j'avais toujours en fait une analyse décalée, que ce soit sur les dirigeants qui venaient pitcher, sur les sujets. Et il y a un moment donné où c'est devenu un peu lourd. J'avais l'impression d'être toujours celle qui empêchait les autres de tourner en rond. Et puis finalement, quand j'ai décidé de partir, tout le monde a regretté que je partais parce que finalement, j'étais celle qui empêchait tout le monde de tourner en rond. Donc, en fonction du moment où ça s'est positionné, j'ai eu un avis un petit peu différent. Et l'autre sujet, c'est, je dois reconnaître aujourd'hui que sur la question de l'investissement et du nombre de sociétés qui sont dirigées par des femmes et qui reçoivent du capital risque, qui sont largement minoritaires aujourd'hui, puisque c'est moins de 10%. Et là, on peut parler que ce soit en Europe ou aux États-Unis. On fait x2 tous les ans, mais comme on part quasiment à zéro, évidemment, ça ne va pas très vite. Moi, je reconnais que sur la vingtaine d'investissements que j'ai faits, dont une grosse partie est dans le domaine santé, j'ai majoritairement investi dans des boîtes dirigées par des femmes et je ne m'en suis pas rendu compte. Voilà. Par des femmes? J'en ai fait, ouais.
j'en ai fait le constat après. Alors, il y a des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché, hein. Je pense que là, on a de tout, mais la société de gestion que j'ai quittée a essayé, après mon départ, de lever un fonds Women Equity qu'ils n'ont pas réussi à lever. Et personne ne s'était rendu compte, même eux, quand ils ont lancé ce fonds-là, en fait, que j'avais eu ce biais-là. Je ne sais pas si vous avez analysé vos portefeuilles ou vos comportements au sein de l'équipe de gestion par rapport à la question de genre, si vous avez des témoignages à ajouter avant qu'on prenne les questions. Alors, moi, ce n'était pas tant un problème de genre. Hein, donc c'était un problème d'abord générationnel au début, quand je faisais du fond de fond, qui m'a posé un sujet. Et ensuite, ça a été Pourquoi? Parce que tu étais très jeune par rapport à des à mon binôme. Ouais. Et ensuite, ça a été un décalage, on va dire, de courbe d'expérience. C'est donc, comment dire, je venais du fond de fond, je faisais de l'investissement direct, et donc il a fallu faire ses preuves extrêmement rapidement. Et donc, je ne me suis pas focalisée en fait sur je suis une femme, etc., etc. Moi, en fait, ce qui m'importait, c'était qu'on m'écoute quand je parle, parce que vous avez dû tout savoir ça en fait dans votre carrière, c'est que quand c'est avoir en fait cette espèce de respect ou confiance de l'entrepreneur qui en fait est lui le juge de paix en fait. Hein. D'avoir son respect était pour moi capital. Son respect, le sien, en fait, et celui de mes collègues, évidemment. Hein. Et donc, de se faire écouter en bord, de se faire écouter, voilà. Tous ces trucs-là, c'était, on va dire, un driver pour de travail, etc., etc. Et donc, je reconnais aussi que ce qui m'a aidé, c'était peut-être le côté intuitif et pas cartésien, on va dire pile poil comme pouvaient avoir certains. Et donc, du coup, ça aide aussi. Mais in fine, en fait, l'objectif, c'est d'arriver à un niveau égal aux autres pour avoir du respect. Donc, c'était ça mon truc. Catherine, tu voulais intervenir? Juste sur la partie, est-ce que j'ai étudié mon portfolio pour savoir non. Donc déjà, ça commence bien. Je pense que moi, j'ai majoritairement investi dans des managements masculins, mais parce que le deal flow est aussi majoritairement masculin, en vrai. Je trouve que ça change un peu. Alors, j'espère que ce n'est pas juste parce que je fais plus attention, mais je pense que ça change un peu. Il y a de plus en plus de... Alors, je ne sais pas si ce n'est pas forcément CEO, mais en tout cas que le groupe fondateur, on va dire, comporte au moins une femme. Et c'est beaucoup plus fréquent. Beaucoup plus fréquent. Donc on a adhéré à la charte Sista, là, donc, où ils nous ont expliqué qu'on avait un biais cognitif, blablabla. Et donc, je ne sais pas, peut-être, hein, mais j'ai surtout un problème de nombre de dossiers qui arrivent. Donc, forcément, c'est ça. Et comme l'objectif, quand même, c'est qu'on fasse des deals intéressants qui répondent à des problèmes médicaux, qui soignent des patients, mais aussi qui éventuellement fassent de la performance quand même, sinon on ne peut pas relever de fonds. C'est surtout sur ça qu'on s'est focalisé. Mais je n'ai pas eu de biais. Il ne me semble pas ni dans un sens ni dans l'autre. C'est sûrement discutable, mais voilà. Et par contre, ouais, je vois beaucoup plus de dossiers lidés par des femmes aujourd'hui. D'ailleurs, le prochain deal sera avec une CIOT. Donc, je sais pas si... Ce sera notre prochain webinaire. 5 dirigeantes, 5 CIOT. Voilà. Moi, je ferai un petit commentaire sur être la seule femme dans un univers d'hommes, parce que moi, ça a été toute ma carrière, puisque des gros business chez G&J, mais c'était que des hommes. J'étais la femme alibi, et j'ai des tonnes d'anecdotes sur... quand je suis devenue présidente de la France, une conférence de presse où j'arrive et l'organisateur me dit on attend le président, on va pouvoir y aller. Non, mais on attend le président, on va pouvoir y aller. Jusqu'à ce que je comprenne qu'ils ne croyaient pas que c'était moi. Donc, mais c'est moi. Ah mais plein d'anecdotes. Donc, moi, et j'entends tout à fait ce que dit Chara, c'est parce qu'on est une femme, c'est que moi j'ai été confrontée à du paternalisme, pas des gens qui ne savent pas comment s'en dépêtrer. Et puis le club des hommes avec le coup de football, la bière, mais moi j'ai des anecdotes innombrables. Aujourd'hui, dans le monde de l'investissement, ce que je vois, alors moi évidemment chez Géito,
il y a beaucoup de femmes, donc je ne suis pas du tout… Mais au board, il n'y a pas de femmes. Très souvent, je ne sais pas vous, mais moi, je suis très souvent la seule femme. C'est aussi un webinaire que je vais faire après sur les Voilà, femmes dans le board. Alors, quand il y a la puissance de Géto, je dirais, puis mon âge avancé maintenant, je me laisse plus démontrer. Enfin, mais je sais pas, on parle de chairman, on dit chairperson, si on peut avoir une femme dans le pipeline présentée par le headhunter, ça, c'est quand même diabolique encore. Enfin, moi, je trouve bien sympa. Moi, je trouve que c'est du tout féminin, quoi. Alors vraiment, et je vous dis pas le fundraising. Alors là, et je ne sais pas ce que tu en penses, Sabine, mais pas mal chez les Américains. Hein, c'est très masculin. C'est terrible. Et puis avec tous les codes de la masculinité, quoi, Ah on ouais. va dire. Qui maintenant me font un peu rigoler parce que j'ai tellement traversé. Bon. Mais c'est… Non, c'est terrible. C'est encore pire que chez J&J, je veux dire. Enfin, la pharma, le monde de la grande pharma, c'était comment dire, caricatural, puisque au niveau des ventes, enfin, des fameux reps, etc., il y avait énormément de femmes. Les premières lignes, déjà, il n'y en avait plus. Puis plus on montait, moins il y en avait. Et surtout au poste de direction générale, enfin, le président de filiale. Mais dans le monde de l'investissement, je trouve que c'est pire, moi. Alors, pas à l'intérieur de Géto, évidemment, de fait. Mais franchement, au bord de quand on fait du fundraising, j'ai pas une… Qu'est-ce que j'ai eu? Je me souviens même pas quand on a pitché s'il y avait eu une fois une femme dans le… Si, peut-être. Encore plus dur que les mecs, d'ailleurs. Mais je peux me permettre. Donc, trouver le bon comportement pour avoir de l'autorité sans se la jouer, tout en n'en faisant pas peur, mais tout en s'affirmant et en ayant voilà, le bon tempo et la bonne attitude, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir et qu'il faut construire. Je pense que ce n'est pas facile et peut-être à nous d'accompagner les jeunes femmes qui rentrent parce qu'on on entend mieux quand même, on capte mieux les signaux faibles des femmes de nos équipes en tout cas. Les femmes GM qu'on avait interrogées avaient beaucoup insisté sur l'importance du mentorat. Elles avaient toutes dit qu'à un moment ou à un autre, il y avait quelqu'un qui les avait aidées. Je sais pas si vous J'ai beaucoup fait. Chez J&J, j'étais beaucoup essayé de ne pas désespérer les jeunes femmes qui se dévalorisaient, parce qu'elles allaient avoir un enfant, ne postulaient pas sur des postes importants, parce qu'ils se dévalorisaient par rapport à leur ambition possible ou par rapport à la potentiel. Je vais ouvrir les questions en vous demandant aux unes et aux autres, est-ce que vous avez eu l'impression de bénéficier de mentors dans votre parcours de VC? Alors, moi, oui, très clairement, puisque je suis rentrée donc, en milieu de carrière dans une société de gestion comme junior et je suis arrivée parce qu'un partenaire m'a demandé de le rejoindre. Je pense que sinon, j'aurais eu énormément de mal à faire ce parcours. C'est très, très compliqué d'arriver avec un si fort décalage entre des juniors qui sortent de l'école de commerce et arriver avec… j'avais déjà plus d'une trentaine d'années. Donc, le décalage était extrêmement important. Et sans ce mentoring, je pense que je n'y serais pas arrivée. Pour moi, en tous les cas, c'est vraiment évident. Moi aussi. Oui. Moi aussi, quand j'ai fait du fonds de fonds, c'était voilà, il y avait ce décalage, on va dire, générationnel, mais qui a été clé dans la transmission de l'expérience sur un métier quand même très artisanal. Et dans ce sens, en fait, il faut travailler aux côtés de quelqu'un pour apprendre, c'est majeur. Donc, le mentorat, je le vois comme ça, moi, dans la transmission du transfert de compétences. Oui. Mais plus parce qu'on est une femme ou le mentorat, de toute façon, dans ce métier, c'est super, que ce soit un homme ou une femme. Enfin, pourquoi les femmes auraient plus besoin de mentors que les hommes? Oui, c'est vrai. C'est rien d'où. Donc, c'est pas parce que c'est dans votre histoire, dans votre parcours à chacune, à un moment donné, vous avez été mentorée. Et je ne connais pas d'hommes qui disent ça. Ah ouais, moi, j'étais vachement aidée par… C'est encore nous. Moi, je ne l'ai pas été, hein, juste… Ah voilà, parfait. Pardon. C'est vrai. Tu vois, tu nous pousses à nous excuser, Pauline. Mais non, ne vous excusez pas, mais c'est juste, je n'ai pas eu cette chance. Non, mais du coup, dans les questions, j'en reprends une qui dit, est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez le sentiment de jouer ce rôle de mentor et d'ouvrir la porte à des femmes? Ah bah vachement. Ah oui. Femmes. Attention là, ouais. Déjà aux jeunes et à des femmes. Ah oui, oui. Moi, je ne trouve pas que la porte soit fermée particulièrement aux femmes. Hein. Alors, peut-être une expérience un peu différente, mais dire je n'ai pas eu de problème parce que j'étais une femme. Je pense que voilà, être mentorée, pourquoi pas. Et c'est sûrement très utile. Mais aujourd'hui, les femmes ont toute leur place dans le VC. Après, il faut voir, pour recruter des analystes, etc.,
10 CV, j'ai un CV de fille et 9 CV de mec. Enfin, donc, oui, in fine, de temps en temps, je prends plus de garçons, mais parce que j'ai moins de postulantes aussi. Donc, je ne pense pas que la porte, elle soit fermée en soi. Tout le monde a sa place n'importe où, tout le monde peut évoluer. Après, oui, il faut se battre, il faut démontrer qu'on mérite d'être là, mais la porte n'est pas fermée. Ok. On essaye de passer aux questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes auxquelles on vient finalement de répondre. Alors, il y en a sur la discussion et les questions. On a une question sur la proportion de femmes dans le métier. Alors, elle est faible, mais elle augmente. En tout cas, je vais donner mon analyse. Elle est faible, mais elle augmente. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un métier avec différents segments ou sous-segments. Et la représentation est assez différente, je pense, entre le segment que nous, on représente et le secteur de la santé, où il y a quand même, je pense, plus de femmes que dans d'autres domaines. Et probablement, je pense, un petit peu plus que dans le LBO et le CapDev. En tout cas, moi, ce que je vois dans les sociétés de gestion avec lesquelles je travaille aujourd'hui, où je croise quand même des très jeunes filles stagiaires, quelques très jeunes chargées d'affaires, mais pas du tout de partenaires et assez peu de directrices de participation. Parce qu'après, il y a toute cette échelle en fait, d'évolution dans le métier jusqu'à devenir partenaire, c'est-à-dire actionnaire de la structure de gestion. Et là, on est vraiment sur une pyramide qui est comme ça, quoi. Ouvert. Ouais. C'est toujours la même histoire, confier les règles et puis les responsabilités. Il faut plus de 30% de représentation féminine d'où la question des quotas, etc., pour que ça change. Sinon, on choisit son père, on choisit le même que soi. Bon, après, je souhaite à Claire de continuer dans ce monde merveilleux, mais je passe la main aux jeunes générations avec bonheur. Si vous êtes, toutes les portes sont ouvertes, ben, formidable. Je suis enfin, bravo. C'est un petit peu plus dubitatif, mais… Et de fait, quand j'ai interrogé dans le panel, il y en a des plus jeunes que d'autres, et les plus jeunes disaient, mais non, ce n'est pas un problème, en ce moment, c'est une opportunité, on cherche des femmes. Donc, on sent quand même qu'il y a une amélioration de fond. Super. Ouais. Après, je rejoins Sabine, c'est que, ou Catherine, quand il faut aller soi-même lever des fonds, c'est une autre affaire parce qu'en face, il y a quand même principalement des hommes. Ouais, et juste pour basculer sur le truc qui m'exaspère en ce moment, donc on passe de, comme disait Sabine, à un monde d'hommes uniquement à maintenant, il faut être… On veut vous parler parce que vous êtes une femme, ou on veut vous faire parler parce que vous êtes une femme qui me met dans un état proche de l'AVC à chaque fois. On bascule dans l'excès inverse. Alors, peut-être que ça doit forcément passer par là, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas une journée où je ne suis pas sollicitée pour être dans un panel ou je ne sais pas quoi, parce que je suis une femme et pas parce que ça fait 20 ans que je fais ce métier, quoi. Ce qui est un petit peu agaçant quand même. Mais voilà, j'ai dit mon irritation. Ouais, mais c'est bien, à force de montrer des exemples comme vous, que ça va en inspirer d'autres. Moi, je trouve que ce que disait Claire en disant qu'elle a 9 candidatures masculines pour une candidature féminine, on est bien obligé de vous demander, mesdames, de faire un peu de surreprésentation pour en faire venir plus, quoi. Mais c'est parce que ça projette une image de dureté, de travail incessant, de plus de vie de famille. C'est parce que je pense que ça projette tout ça. Et c'est une réalité, je rejoins ce que dit Claire, il y a peu de candidatures féminines. Enfin, non, on en a. C'est sûr, comme disait Chara, c'est quand même un métier où on vit, on dort, on se lève le matin avec une charge mentale qui parfois est importante, notamment dans des moments complexes des entreprises qu'on accompagne, genre changement du dirigeant, qu'on a toutes vécu à un moment donné et qui est quand même des étapes extrêmement complexes et dans lesquelles on n'est pas forcément préparé. Il y a une question qui était posée, alors je ne sais plus où c'était, sur la question de l'intuition. Pour moi, ça revient un petit peu à ça, c'est-à-dire que on peut être très cartésien, on peut avoir cette forme de formation scientifique au départ ou avoir fait de la finance et être finalement extrêmement structuré et puis faire jouer son intuition au moment de l'investissement. Et on nous demande d'élaborer c'est quoi finalement cette intuition dans les hommes, dans la science, est-ce qu'elle vous a parfois trahi? En fait, c'est toujours un mélange et je pense que c'est l'expérience acquise au fur et à mesure des investissements, des années à accompagner des dirigeants, avoir fait des échecs, avoir eu des succès, qui fait que la forme d'intuition auquel on fait appel, en fait, évolue.
En tout cas, moi, c'est ma perception. L'intuition dans la science, c'est un peu compliqué puisque la science est assez factuelle. En tous les cas, si on se base sur ce qui est publié, breveté, c'est plus une intuition liée aux hommes, liée aux situations dans lesquelles finalement on rencontre les dossiers. Je ne sais pas s'il y en a une qui veut élaborer là-dessus. Moi, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que, et je rejoins ce que tu disais, Pauline, enfin, ça ressemble à du recrutement, ce qu'on fait, bien sûr. On se fait un avis, une idée d'un groupe d'humains qui n'a pas grand-chose à montrer au démarrage. Enfin, nous, on investit. Alors, lycée, les gens qui n'ont pas des masses de passifs, on va dire, à étudier, et qui nous projettent une vision évidemment assez idyllique de l'avenir. Et la question, c'est est-ce qu'on pense que ces gens-là sont capables d'atteindre cet objectif-là, quoi? Et la réponse est rarement oui, les yeux fermés, évidemment, mais en tout cas, il y a un moment où on arrive à y croire, même si on sait que le chemin sera semé d'embûches, parce que finalement, une confiance se crée. Et c'est aussi très intuitu personnel, d'une certaine manière. C'est en ça que c'est artisanal. C'est-à-dire que les gens avec qui on va bien travailler, d'autres avec qui on ne travaillera pas bien, et c'est pas pour ça que c'est un mauvais dossier. Mais moi, j'appelle ça le mariage à durée déterminée. Hein. Ça. Voilà, on sait que ça va finir, on ne sait pas comment ça va finir et quand ça va finir, mais on sait que ça va finir un jour. Donc, ce n'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Dans les questions, on en a deux autour des plus jeunes. Ne pensez-vous pas que des actions auprès de jeunes étudiants pourraient être utiles, comme par exemple ce qui se passe avec l'association Elle Bouge? Personnellement, je ne connais pas cette association. Je ne sais pas si l'une de vous la connaît. Non, donc peut-être que la personne qui a posé la question peut-être nous donner quelques éléments complémentaires. Et puis, quel parcours pour entrer dans ce monde-là pour une jeune PhD? Besoin de formation complémentaire? Mais alors, oui et non, mais si on reprend le parcours de Claire et le parcours de Catherine, qui finalement, l'une et l'autre, vous ont fait passer par des structures intermédiaires d'incubation, d'accélération, de transfert de technologie, enfin, un peu tout ce type de métier qui permet quand même d'aller de la science vers quelque chose qui est un petit peu plus à l'aval, qui permet d'aborder les questions du développement, les questions du financement, des questions, je crois que Catherine, tu citais la production, Claire, le marketing, la finance. C'est quand même nécessaire pour arriver avec un bagage un petit peu plus important, un petit peu plus large que seulement la partie scientifique. Oui. Je ne sais pas si vous partagez ça, mais moi, je trouve que c'est des tremplins qui sont plutôt intéressants. Moi, je partage en fait ce qu'a dit Sabine tout à l'heure. C'est en fait, finalement, le contenu science, etc., ce fameux bagage-là, cette culture même, à un moment donné, elle doit se transformer en de vraies questions, se dire en fait, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Est-ce qu'on peut gagner de l'argent sur ça? Est-ce que ça se monétise, etc., etc. Donc, multiplier, on va dire, des formations sur un sujet, je trouve que ça ne sert à rien. Aller voir juste un séquençage de quelque chose, je pense aussi, en fait, il faut faire des choses où on pousse le raisonnement et la réflexion pour savoir comment, on va dire, se transformer les choses pour arriver à un objectif. Et donc, avec de la création de valeur supplémentaire, en fait. Donc, plus on se dirige vers ça, donc plus on aiguise, on va dire, sa réflexion sur ça, moins on fait du surplace intellectuel, plus c'est important. Notamment, on va dire, aller dans le choix des équipes aussi. Il faut aller dans des équipes, en fait, où il y a de la formation, de la montée en compétences, on va dire, de l'accompagnement, en fait. Un vrai accompagnement de transmission de compétences, où aussi, on va dire, on participe. Alors, on est à sa place quand on démarre, hein, mais on a accès au moins par du feedback à la décision. Qu'on ne travaille pas sur un bout de la chaîne sans savoir ce que ça va devenir, etc., etc. Donc, c'est aussi, on va dire, une alerte dans les organisations où on est juste, on va dire, on travaille juste sur un petit truc sans se dire, en fait, qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce qu'on, voilà, c'est...
Et moi, j'ai envie de vous demander, quand vous investissez dans une équipe, quelles sont pour vous les compétences comportementales indispensables? Claire, bon, Il faut qu'on les soit go ou no go en termes de compétences comportementales? On ne parle plus cette fois de la valeur, mais… Non, mais il y a un côté, effectivement, où on va passer quand même beaucoup de temps et beaucoup d'années ensemble, potentiellement. Donc, il faut accessoirement qu'on se supporte mutuellement. Non, mais c'est vrai, il faut qu'on ait envie de se voir au bord, envie de se téléphoner, voir comment les choses arrivent. Et moi, je sais qu'avant de faire un investissement, on passe quand même beaucoup de temps pour s'assurer au travers de nos échanges, de la due deal, etc., qu'on a la même vision pour la société, la même stratégie pour s'assurer que 6 mois, 1 an, 2 ans après, on ne va pas se rendre compte que mince, nos avis divergent totalement, potentiellement avec nos co-investisseurs aussi, parce qu'on n'est pas forcément, on n'a pas tous alignés au même temps, au même moment. Donc voilà, pour s'assurer que le board en soi, la société, les co-investisseurs et nous, on fonctionne et qu'on ne se prenne pas trop la tête. Et ça, c'est quand même important. Mais ça facilite un peu notre vie quand tout le monde est relativement aligné. Non, mais il y a une question. Moi, je dirais, je dirais la qualité du leadership, c'est une vision, quelqu'un qui sait où il veut emmener la société et qui est capable à la fois d'avoir cette vision et à la fois une qualité d'exécution. Ça, faut être quelqu'un qui s'est projeté tout en restant agile, hein, parce qu'en ce moment, on voit bien ce qui se passe. Donc, avoir une vision, c'est pas être figé et bloqué. C'est garder de l'agilité, mais savoir montrer une voie sur laquelle on est aligné en tant qu'investisseur de préférence, et à chaque fois, et aussi une qualité d'exécution, c'est à bien choisir ses équipes, bien les emmener, les engager et aussi bien les manager. Il faut que ça déroule derrière. Si on doit, donc c'est cette espèce de, voilà, de qualité de vision et qualité d'emmener, qualité d'exécution dans ce qu'il fait. Ce qu'elle fait, c'est exactement ce qu'on cherche. En plus, évidemment, une capacité à bien se comporter au board, à créer des alliances, avoir l'agilité mandat, de la curiosité, à savoir créer des collaborations. Mais déjà, si on a quelqu'un qui sait où il veut emmener l'entreprise, qui choisit bien son équipe, qui sait les engager pour qu'il y ait une qualité d'exécution sur le plan, c'est déjà très, très, très bien. Je rajouterais pour la bonne bouche une petite vision internationale, un bon niveau d'anglais, etc. Alors là, on atteint le nirvana. Moi, je rajouterais juste sur ta liste du Père Noël une capacité d'écoute aussi. Oui, tout à fait. L'agilité mentale à prendre les feedbacks. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre Il faut savoir adapter l'action et les feedbacks. Tout à fait. Ah oui, c'est une agilité quand même. Hein, quelqu'un de figé, là, c'est très compliqué dans le monde d'aujourd'hui. Hein. D'écoute, d'anticipation et de transparence, si je peux me permettre. Ah oui. Voilà. Vis-à-vis de ses vous avez noté de préférence. Donc, évidemment, l'animal est rare. Pardon. Oui. Chara, que rajoutes-tu sur la liste au Père Noël? Ouais, non, mais alors là, tout est complet là. Transparence, en fait, c'est super clé là. Ouais. Comme ça, on a le temps en fait de réagir, etc. Ouais. Anticipation, transparence. Donc, c'est pour ça qu'on rame d'ailleurs, vu cette belle liste. Belle liste après, ouais. Ou alors être conscient que c'est pas forcément nous, le CIO ou la CIO de toujours, quoi, de savoir aussi se remettre en question et faire évoluer son équipe parce que finalement, on n'est pas forcément bon sur tout le temps et c'est normal en fait. Et sans jeu, d'embaucher des meilleurs que soi, enfin tout ça, quoi. C'est travail autour de l'ego, quoi. Oui. Voilà. Une question qui vous est posée aussi, c'est est-ce que vous avez été lâché par vos fonds sur des dossiers auxquels vous croyez? Par vos fonds? Ils n'ont pas voulu investir. Moi, pas encore. Par qui alors, excuse-moi, Pauline, par qui en fait on a été lâché? La question est… Elle est générique en fait. La question, en fait, on comprend la question. Enfin, moi, la façon dont je la comprends, c'est finalement engagement de l'équipe de faire un investissement et puis au moment d'un réinvestissement, finalement, tu décides de ne pas réinvestir. De ne pas y retourner. De ne pas y retourner, mais ça fait partie, je pense, de la vie de tous les jours de nos métiers, quoi. Et comme le disait très bien Sabine, hein, c'est autant pour vis-à-vis du management parfois que des investissements. Il vaut mieux parfois arrêter tôt que trop tard.
Oui, c'est Donc, clair. C'est plus dans l'expression avoir été lâché, c'est-à-dire qu'on ne prend pas part à la décision dans cette sémantique-là. Donc, c'est-à-dire que nous, à la rigueur, on serait pour poursuivre et le reste de l'équipe est contre. On essaie d'avoir des décisions collégiales, même si ce n'est pas forcément toujours simple. Mais tu verras, Sabine, au moment des arbitrages, c'est toujours très, très funky. Je lobby à mort, je network à mort avant. Mais... Ouais, c'est ça. J'ai été nulle en politique chez GG, alors là, maintenant, non, mais évidemment, on essaie de penser, on essaie de penser effectivement collectif. On a chacun ses petits chouchous, c'est sûr. Pour faire so good, mais je me prépare. Merci du conseil. Une autre question dont je ne suis pas complètement sûre de comprendre la signification. Vous parlez de ce que le métier VC projette. Est-ce la réalité ? Moi, j'ai l'impression à nous écouter les unes les autres qu'on est quand même assez proche de la vie de tous les jours. Je n'ai pas l'impression qu'aucune de nous n'ait fait de langue de bois. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est positif ou négatif. La réalité, comme quoi c'est chouette d'y être, ou la réalité, comme quoi c'est dur et qu'il faut beaucoup, beaucoup travailler. La réalité, les deux, en général. Les deux à la fois. Il faut beaucoup, beaucoup travailler. C'est du boulot. Hein. Oui, ça c'est aussi quelque chose que vous avez toutes souligné. C'est beaucoup de travail, exact. C'est pas cool, genre work-life balance, etc. Ouais. C'est un peu... Non. Quand c'est chaud, c'est chaud, quoi. Et on n'est pas là par hasard. Ouais. Et pour rebondir là-dessus, une question qui est posée, si vous deviez arrêter le capital risque, quelle autre carrière choisiriez-vous ? Grand-mère. Ah Alors moi, c'est un peu tôt. Emmanuel, peut-être. Des avis. Moi, je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté en tant que membre dans une société de gestion. Mais je continue à travailler sous format conseil, venture partner. Je travaille aussi, j'accompagne en fait des boîtes, mais je suis aussi devenue investisseur indépendante avec mes propres moyens. Et du coup, j'accompagne les boîtes de manière différente. Et aujourd'hui, j'expérimente une situation nouvelle, c'est-à-dire que je suis actionnaire d'une société dans laquelle j'ai investi très tôt. J'étais au board depuis le début et là, des fonds de place sont rentrés et les fonds de place ont accepté que je reste au board. Et là, je découvre comment mes confrères se comportent quand ils sont de l'autre côté de la table et que je ne suis pas avec eux. C'est une grande leçon. Donc, c'est un jour d'humilité. Moyen d'expérimenter ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ce que ça a d'intéressant, néanmoins, c'est pour le dirigeant. Là, en l'occurrence, c'est un homme qui finalement, je me rends compte à quel point il a besoin d'avoir un administrateur indépendant. Alors, je suis indépendante parce qu'en fait, ma quantité de capital est tellement petite maintenant que c'est plus tellement significatif. En termes de, effectivement, miroir. Question de lui décrypter finalement les boards, question de l'aider à préparer ses boards, à éviter un certain nombre d'écueils de façon de présenter pour éviter les malentendus. Et Dieu sait s'ils sont nombreux. Et j'ai presque l'impression aujourd'hui que j'aurais dû commencer par ça avant d'aller dans le capital risque. Et comment tu intitulerais ça alors, accompagnateur de CEO, facilitatrice Non, mais là, pour le coup, tu vois, c'est un peu du mentoring. Ma ligne est ouverte en permanence et il a plus de facilité probablement à m'appeler moi que les fonds. Alors après, il y a des sujets qui sont plus réservés fonds qu'administrateurs indépendants. Il y a des choses sur lesquelles je laisse les fonds d'ailleurs, hein, moi, où je n'interviens pas parce que je sais que c'est des choses qui sont assez touchy. Mais par contre, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup dans le non-dit, dans la façon dont les sujets doivent être présentés pour ne pas crisper, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, dans les sociétés que j'accompagne, il y a aussi toute une partie que j'appelle relation investisseur. Le mot relation, je n'aime pas trop, mais je n'en ai pas trouvé de meilleur, qui est justement ce rôle un peu de décrypter. Les attendus des fonds, et les attendus des fonds sont liés à leurs propres contraintes, parce que ça, il y a beaucoup de dirigeants qui ne comprennent pas que les fonds ont des contraintes. Il y a aussi des LP de l'autre côté à qui il faut rendre des comptes, mais ça, souvent, les dirigeants ne le perçoivent pas. Et donc, du coup, ça crée souvent un petit peu des malentendus, et c'est un rôle, moi, que je trouve, en fait, finalement, aujourd'hui, presque plus intéressant que d'être investisseur et suivre une participation. Il y a les coachs de l'équipe Gen Search qui sont en train de m'envoyer des messages pour dire c'est du coaching ce qu'elle fait, Emmanuel. Non, parce que je ne suis pas certifiée.
Mais Voilà. j'ai même fait, ça va vous faire rire, j'ai fait une formation l'année dernière à l'EM Lyon pour devenir certifiée administratrice indépendante. Et ben, j'y ai appris beaucoup de choses. Je vois Claire qui fait une moue étonnante. Je ne savais pas que ça existait. Si, en fait, toutes les écoles de commerce le font. C'est ouverte principalement aux femmes. Maintenant, les hommes demandent du coup à être aussi formés. Donc, elles commencent à s'ouvrir aux hommes. C'est assez amusant comme move. Oui. Et Claire, si vous deviez choisir un autre métier? Une bonne question. J'irais peut-être dans une bibliothèque. Quoi faire? Je ne sais pas. Si je peux être utile à quelqu'un, pourquoi pas. Mais ouais, du coup, plutôt me consacrer à vraiment un projet un peu de bout en bout et pas juste être là sur un temps finalement long, mais limité par rapport à la vie de la société. Ah non, mais c'est bon à savoir, on ne sait jamais, la vie est longue et blablabla. Chara? Je pense que je me mettrais coach aussi, coach/psychologue, mais pour les jeunes, pour les inscrire, on va dire, dans l'entrepreneuriat, pour travailler l'estime de soi. Voilà. Et leur donner confiance, blablabla, etc. Bon, et Catherine, le métier d'après? Et bien là, déjà, j'apprends à être DG, quoi, quand même, avec tout ce que ça comporte en dehors de l'investissement. Donc, j'essaie de continuer à investir quand même. C'est plus ça mon challenge en ce moment. C'est pas très simple. Donc, ça va me prendre un peu de temps avant d'être à un niveau acceptable, je pense. Et puis après, je ne sais pas si je jouais au loto, je pourrais peut-être essayer d'investir mon propre argent. Ça doit changer un peu la perspective potentiellement. Mais comme je ne joue pas, c'est mal parti. Mais non, je n'ai pas encore de plan d'après. Et Emmanuel, pour rebondir sur cette formation d'administrateur indépendant dont tu parlais, ça comporte quel genre de sujet? Il y a des sujets qui sont des sujets, on va dire, très, très juridiques. On va dire ça c'est assez classique. Enfin, pour moi, j'ai effectivement pas puisé grand-chose. Par contre, il y a beaucoup de sujets sur la posture et c'était ce que j'étais venue chercher. Parce que moi, j'ai été représentante de fonds, j'ai été membre indépendante de board de société cotée, et puis moi-même investisseur et board member en tant qu'investisseur à mon petit niveau, Catherine, dans des sociétés. Et du coup, je me suis beaucoup interrogée sur, mais finalement, avec ces 3 casquettes, est-ce que la posture doit être la même? Bon, alors en fait, la formation ne parlait pas du tout de ça, mais c'est la raison pour laquelle j'y étais allée. Mais par contre, on a beaucoup parlé de posture pour essayer de comprendre si sa posture, on va être plutôt facilitateur dans un board ou plutôt avec un leadership extrêmement fort et quel est finalement par rapport à sa personnalité, qu'est-ce qui est utile et important pour que ce rôle en fait soit correctement joué. Et c'était intéressant parce qu'on a traité de 2 types de sociétés auxquelles on ne parle pas du tout ici autour de la table, que sont alors les sociétés accompagnées par des fonds, d'accord, mais aussi les sociétés familiales. Et Dieu sait s'il y en a en France, des sociétés familiales. Et là, il y a des problématiques extrêmement complexes qu'on ne connaît pas, hein, de capital qui est figé, de dirigeants de lignées historiques, de board members indépendants qui finalement ont un rôle à jouer qui n'est pas complètement celui qu'on connaît. Et ça, c'était un élément, des éléments extrêmement intéressants que je ne m'attendais pas du tout à trouver là. Voilà. Donc, ça n'a pas complètement répondu à mes attentes, mais j'ai découvert d'autres choses. Ça m'a ouvert vraiment l'esprit sur beaucoup d'autres choses. Bon à savoir. Alors, je vois qu'il est 53. Il nous reste donc 7 minutes. Et nous avions une dernière mission qui nous était assignée, qui concernait en fait les conseils que nous pourrions donner aux jeunes femmes qui souhaiteraient rentrer dans le métier du VC. Est-ce que vous... Ah, j'ai l'impression que Emmanuel, tu as été coupé. Ah, c'est mon Wi-Fi. J'ai de la concurrence qui vient d'arriver. Ça doit être ça. Je disais qu'il faut qu'on conclue et que peut-être la conclusion, ce serait peut-être de se projeter vis-à-vis des jeunes femmes qui seraient intéressées à
à rentrer dans le milieu du VC, est-ce que vous avez des conseils à leur donner, à part, si je fais un peu la synthèse, ne pas hésiter, vous êtes les bienvenus, postulez, les caractéristiques, les jeunes ou moins jeunes, ben, oui. Sachant que c'est plus compliqué quand on est un petit peu moins jeune. Enfin, en tous les cas, moi, c'est l'expérience que j'en ai eue. Je dirais, si on essaye de résumer tout ce qu'on s'est dit, je trouve que ce qui ressort quand même, il y a la question de l'intuition, mais aussi se faire confiance. Pour moi, c'est des éléments qui vont ensemble. C'est un métier qui demande de la conviction, de la combativité, beaucoup de travail. Donc, c'est un métier où il faut avoir envie de s'engager et parfois de s'engager dans des challenges qui ne sont pas toujours simples, hein, que ce soit en interne, comme le disait Chara, finalement, pour pouvoir s'imposer, et puis aussi en externe, dans les boards, pour pouvoir avoir le droit d'exister. Et plus on est jeune, plus c'est compliqué. Avoir envie d'une aventure humaine, avoir envie de collaborer, faire confiance à l'écosystème ou en tous les cas l'utiliser. Ça, c'est l'ensemble des éléments moi, que j'ai notés au fur et à mesure où on a échangé ce soir. Est-ce que vous voulez rajouter des éléments à ça, les unes ou les autres? Moi, je veux bien rajouter un élément. Je pense que c'est pas un métier simple. C'est un métier où on mélange l'argent, le pouvoir. Finalement, on rajoute la religion et on a toutes les raisons de faire des guerres. Donc, en fait, forcément, il y a des moments de friction, mais c'est un métier où en tout cas, au niveau où moi je l'exerce, et je pense que c'est un peu le cas pour nous ici, ce qu'on fait a de l'impact. C'est-à-dire que quand on décide d'investir ou quand on décide de ne pas investir, quand on décide d'aider quelqu'un et en actionnant nos réseaux, etc., ça se voit. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un très, très… Alors, peut-être que Sabine a connu des très, très grands groupes, même d'ailleurs Chara, dans une certaine mesure, où tout est un peu dilué. Et donc, en fait, on fait des choix et peut-être c'est moins évident de voir que ce qu'on a décidé de faire, ça a de l'impact. Là, ça a un impact assez direct. Et donc, c'est aussi ça qui fait que c'est intéressant. C'est-à-dire que malheureusement, des fois, on fait des erreurs aussi, ça se voit, mais par moments, ça se passe bien et c'est ultra gratifiant. Pour nous, pour la société, pour les équipes dans les entreprises, etc. Donc, c'est une belle conclusion. Mais Claire, Sabine ou Chara, vous avez envie de rajouter quelque chose? Peut-être juste un petit point, en fait, c'est régler ses démons, en fait. C'est un métier où on est, comment dire, on est dans l'analyse de l'autre, des situations, et il faut être ultra objectif. S'il y a des paramètres, en fait, qui viennent troubler un petit peu parce que on ramène ça à soi, son histoire, ou je sais pas quoi, etc., ça marche pas. Donc, il faut être, voilà, il faut le savoir, il faut être impartial, pas être influençable du tout, et en même temps agréger plein d'informations qu'il faut trier, et on passe notre temps à trier les infos, le vrai du faux. Donc voilà, c'est naviguer comme ça pour se faire finalement sa conviction, et donc régler ses démons. Claire Sabine ou Sabine? Non, ça a été très, très bien dit. Moi, j'aime bien l'idée de l'impact. Je trouve que oui, les circuits de décision sont assez courts. Ça change des très, très grands groupes. Et on voit assez vite. Je pense que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est pas facile. Il y a plein de choses à apprendre. Il faut beaucoup d'agilité mentale, de curiosité et autres. Mais franchement, c'est tout à fait passionnant. Enfin, je pense moi, je vis cette nouvelle opportunité comme une chance dans ma carrière. Mais il faut s'y coller, quoi. Il faut beaucoup travailler. Mais enfin bon, quand on aime ça, finalement, c'est pas un long feu tranquille. Pas grand-chose d'autre à ajouter. C'est effectivement un métier qui est très demandant, mais aussi très gratifiant sur plein de sujets très différents. Et moi, pour rien au monde, en tout cas pour l'instant, je ferai autre chose. Donc, je suis très contente d'être là où je suis. Et puis, c'est un très beau métier. Effectivement, on a de l'impact. En plus, on est sur un sujet, la santé, qui est quand même ultra intéressant pour la société en général, pour les patients, etc. C'est difficile de trouver autre chose d'aussi bien, en tout cas pour ma part.
Il me reste à vous remercier tous, aussi bien les personnes qui ont assisté à cet événement que surtout nos interlocutrices. Merci beaucoup pour ce beau moment d'échange. Merci Emmanuelle d'avoir joué le jeu d'être l'animatrice. C'est vraiment super d'avoir fait ça. Et c'était, moi, je trouve passionnant. Donc, un grand merci à toutes. Et puis, à bientôt pour les 5 femmes CEO. Je viendrai vous demander des conseils sur celles à mettre dans le panel. Merci beaucoup. Ça marche. Merci à Très vous. bonne Au soirée. revoir. Au Merci, revoir. ciao.